Et si changer de cap, c'était plutôt réinventer un progrès plus juste, plus humble, plus aligné avec le vivant? Ouais, c'est vendeur finalement, moi je trouve. Mais pour cela, faut-il encore identifier ce qui nous empêche d'agir? Routine, croyances, structure de pouvoir, il y a beaucoup de choses. Et Bruno, toi, tu as identifié 9 verrous systémiques dans ton livre, on le rappelle, qui empêchent aujourd'hui une redirection écologique et sociale du progrès. Alors, par lequel commencer? Comment on fait péter ces verrous et avec lequel on commence? Ouais, juste pour introduire du coup la préconisation du livre, je rappelle que c'est le discernement technologique. Donc c'est de dire qu'il y a deux mouvements qui sont inéluctables. C'est de réduire l'empreinte de notre technosphère jusqu'à des niveaux soutenables, puisqu'on l'a vu, elle a explosé toutes les limites. Donc ça tombe bien, on a de la marge. Il y a beaucoup de solutions dont on a parlé auxquelles on peut renoncer sans avoir trop de dégâts. Sans revenir en arrière, quoi, ouais. Voilà, sans trop pleurer. Et en même temps, c'est une réallocation de tout ce que ça va nous permettre de gagner comme capitaux et comme intelligence pour penser à des solutions valables à des problèmes réels. Donc faut voir ça comme une immense réallocation. Et cette immense réallocation, elle peut difficilement voir. On est incapable de la faire advenir à l'échelle des organisations telles qu'elles existent, parce que nos organisations, en fait, on a un conflit d'échelle. Elles sont extrêmement spécialisées. Parce que c'est le jeu, le jeu, c'est de répondre avec des techniques et des expertises toujours plus pointues à des besoins toujours plus spécifiques et à externaliser tout le reste. Et en fait, à ce jeu-là, ça crée des entreprises, des territoires qui sont toujours très spécialisés, mais qui ont du coup un immense angle mort. Et c'est ce qui aboutit à la situation où finalement une somme de décisions qui sont tout à fait rationnelles à l'échelle des décideurs et des entreprises qui les prennent, sont complètement irrationnels à l'échelle systémique. Et c'est ça, en fait, le sens des verrous systémiques. Dit autrement, à l'échelle d'un Pascal ou à l'échelle d'un Mick, d'un Cyril, d'un Bruno, c'est très facile de prendre conscience de tout ça et de se botter les fesses pour changer. En revanche, à l'échelle macro, c'est tellement systémique que dès que tu bouges un truc à un endroit, ça fait bouger un autre, etc., que c'est vachement plus compliqué parce que t'es un adepte de la théorie des jeux, et dans la théorie des jeux, il y a un certain nombre de choses, dont, je crois, le dilemme du prisonnier, l'extrait de The Dark Knight en intro de cet épisode, c'est le dilemme du prisonnier, et j'aimerais bien que tu nous en dises deux mots et que tu nous expliques en quoi le dilemme du prisonnier appliqué aux organisations et aux entreprises en particulier fait que c'est l'inertie, personne n'ose être le premier à bouger. Ouais. Nous presque. Le dilemme du prisonnier, il y a beaucoup d'exemples possibles. Un exemple qu'on a vu ces derniers temps, c'est avec Hellokittix. Donc, il y a un grand nombre d'utilisateurs, peut-être parmi vos auditeurs, les millions de gens qui nous écoutent. Il y a sans doute beaucoup de gens qui seraient assez attirés par le fait de partir de certains réseaux sociaux américains ou chinois, mais qui sentent bien que s'ils en partent tout seuls, le réseau social n'y perd rien, donc la belle affaire. Et puis eux perdent beaucoup parce que tout le monde reste dessus. Moi, je l'ai fait avec WhatsApp, je sais de quoi tu parles. Ouais, c'est une galère pour te joindre. Ouais, je sais, mais bon, mais je m'y suis très bien fait. Au bout de 3-4 ans. Oui, tu vois, pour toi, oui, mais bref. Bon. Moi aussi, on vit très bien. Je le promets. On va en prendre de la graine. Cela dit, ça c'est un exemple de dilemme du prisonnier, puisque chacun va faire le calcul. D'autant plus si on a fait des efforts de personal branding, qu'on a un certain nombre de followers, etc. On se dit, si le concurrent, enfin celui qui parle un peu des mêmes sujets que moi, part de ce réseau, vaut mieux que j'y reste parce que je vais avoir tous ses followers. Et s'il en part pas, il faut que je reste parce que sinon il va prendre tous mes followers. Et donc c'est une des applications parmi des millions du dilemme du prisonnier. En fait, le dilemme du prisonnier, on le retrouve à toutes les échelles. On peut remplacer cet exemple par les USA, la Chine et l'Europe sur la course à l'IA. Tout le monde sait bien qu'on est en train de faire quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Mais ce même dilemme du prisonnier fait qu'on est prisonnier de la décision que l'autre va prendre, et donc on est obligé, presque contraint à la fuite en avant. Et ça se comprend bien avec les entreprises, parce qu'on a quand même beaucoup de décideurs, justement, on a beaucoup de Pascal sûrement qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et à l'échelle d'une entreprise où actuellement, Mick comme moi, on le sait très bien, et on fait un peu le même métier, entre guillemets, que celui que tu as professé, oui, que tu as fait également. On conseille les décideurs et bizarrement, ils sont très 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 attirés par la course à l'IA parce qu'ils ont le sentiment que s'ils n'y vont pas, ils vont prendre un train de retard, donc ils vont perdre en compétitivité. Et quand tu essaies de leur ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses relativement
liées à l'éthique, ils écoutent un peu moins. C'est un tout petit peu moins vrai en 2025 que ça ne l'était en 2022 quand on s'est lancé avec TrenchTech. D'ailleurs, on a lancé TrenchTech pour ça. Mais donc, quand les décideurs en entreprise se disent c'est la course à l'IA, et donc tous les récits, tous les imaginaires qu'on a évoqués tout à l'heure contribuent à laisser penser que l'IA va leur faire gagner des gains, justement des gains de productivité, vont leur faire des gains de productivité de ouf, et ils vont pouvoir créer de la valeur nouvelle, etc., etc., etc. Ils se disent, punaise, si j'y vais pas, le petit copain d'à côté, lui, il va y aller, il va mettre une tarte et je vais me faire disrupter. C'est ça, en fait, le dilemme du prisonnier appliqué à... Sauf que, on peut démontrer avec un autre verrou systémique qui est l'effet rebond, qui est assez connu aussi. Paradoxe de Jevons. Ce gain de temps, il est pardon. C'est ce qu'on appelle aussi le paradoxe de Jevons également, ouais, c'est ça, l'effet rebond. Oui. Qui avait montré ça avec le charbon, mais en fait qui s'applique à c'est la règle en fait. L'effet rebond, on en parle beaucoup, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est la règle. Quand on a un gain d'efficience énergétique ou matérielle, au lieu de se traduire par une plus grande sobriété énergétique ou matérielle, ça se traduit par un rebond de la consommation. Et ça, c'est la règle. Ça veut dire que, sauf exception, ça se passe toujours. Donc j'aime bien dire, par exemple, puisqu'on parlait d'IA, quand Nvidia annonce l'année dernière que ils ont gagné 96% d'efficience sur leurs nouveaux GPU. Donc, à performance égale, on va consommer 25 fois moins d'énergie. C'est super, mais par contre, l'argument consistant à dire que ça va permettre de rendre l'IA plus sobre est complètement fallacieux. Sauf preuve explicite du contraire. Là encore, il s'agit d'inverser la charge de la preuve, parce que l'effet rebond étant la règle, on sait d'ores et déjà que ce gain d'efficience, il va pas servir à une IA plus sobre, mais à aller chercher des usages plus superflus. Oui, parce que si on restait à périmètre ISO, à la fois dans l'évolution technique des IA, l'outil IA tel qu'il existe aujourd'hui, et dans nos usages, alors ce serait OK. Mais comme ça nous permet de mettre plus de GPU pour une consommation à peu près égale et une émission carbone à peu près égale, alors on va blinder de GPU qui vont apporter plus de puissance de calcul et qui vont permettre de nouveaux usages, etc. C'est la course en avant, en fait. Et ce qui est important, j'aime insister là-dessus, c'est que c'est pas la nature humaine qui fait qu'on est vraiment insatiable, on a eu un gain d'efficience, on en veut encore plus, quoi. On veut du Ghibli, on veut des selfies avec des oreilles de chat, mais on est vraiment très con. Non, c'est vraiment designé pour ça. Le modèle économique qui sous-tend la course actuelle aux investissements sur l'IA, il suffit de voir les niveaux d'investissement et donc les hypothèses qui sont prises dans les modèles économiques sous-jacents. Il n'y a qu'à voir l'argent que fait OpenAI, et pourtant ils sont extrêmement déficitaires. Et donc il suffit de voir ces différents ordres de grandeur pour comprendre que on ne compte évidemment pas que sur des usages valables et écologiques pour rentabiliser cette technologie. On compte aussi sur tous les usages qu'on pourra imaginer, y compris les plus toxiques, les plus superflus, dont certains que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, moi, je dis assez clairement que la Silicon Valley, c'est depuis le départ un effet rebond perpétuel. Alors, on a parlé de la loi de Moore. La loi de Moore, elle nous dit on va avoir 2 fois plus de puissance de calcul tous les 2 ans à coût constant. Elle pourrait très bien dire tous les 2 ans, on va, à puissance de calcul égale, avoir 2 fois moins d'argent à mettre. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.